Bonjour à toutes et tous, chers et chers collègues. Je voudrais d'abord remercier l'IFRES, la FAPC et l'Association des professeurs de m'avoir invité à partager cette semaine que j'ai vécue d'une façon très intense et très riche. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à rencontrer à la fois les étudiants dans le cadre de leurs cours, à participer, à assister aux ateliers sur les innovations pédagogiques. Moi qui n'avais jamais imaginé que je pourrais réfléchir au fait d'être mookable ou pas, qui n'avais jamais entendu parler des questions de gamification et qui ne savait pas que, sans le savoir, je faisais de la pédagogie inversée dans mes cours. J'ai donc appris beaucoup et je repars mon sac plein d'idées nouvelles pour alimenter et profiter de mon année sabbatique pour repenser peut-être mes pédagogies de cours. Ce que je voudrais aujourd'hui, et à la suite de cette matinée qui m'a beaucoup émue parce que j'ai eu le sentiment d'appartenir à une communauté professionnelle qui se manifestait à travers des prises de position variées, mettant aussi bien en évidence la diversité à la fois de nos missions et des tensions qu'elles génèrent, autant pour les individus que pour les institutions. Je voudrais peut-être partir de là pour faire un pas de côté et réfléchir à la question de l'internationalisation des marchés académiques, des carrières et des activités. On a vu que l'internationalisation, c'est un des thèmes que les enseignants mettent dans les dimensions de l'activité à interroger à travers le rapport de l'ASPRO. Ça interroge aussi probablement la question de l'hyperpolyvalence. Demander à chacun d'être international aujourd'hui, en plus d'être un bon enseignant, de faire ses tâches administratives et d'être un bon chercheur qui répond aussi aux injonctions des besoins locaux. C'est quelque chose qui me semble important. Les conférences de M. Aebischer auxquelles j'ai assisté aussi ont souligné le fait qu'une institution de rang mondial était une institution fortement institutionnalisée. Il nous a dit, le PFL, 60% de nos enseignants-chercheurs sont étrangers, 70% de nos doctorants. Mais peut-être qu'en reprenant des éléments issus d'une recherche collective, on peut se demander, au-delà de la volonté d'un président d'université, est-ce qu'il y a des conditions cadres au fait d'internationaliser le métier? Est-ce qu'il y a des effets locaux, de marché particuliers? Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière cette internationalisation des carrières? Qu'est-ce que ça fait aux institutions? Et peut-être encore plus, qu'est-ce que ça fait aux individus? C'est donc ça que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous à partir d'un double constat de départ. Autour de l'année 2010-2011, l'OCDE soulignait une relative absence d'informations sur l'internationalisation des académiques. On n'a pas beaucoup de données qui nous permettent d'objectiver ce que ça signifie, alors même que c'est quelque chose qu'on retrouve dans le discours de nos gouvernants, des acteurs de l'enseignement supérieur, au point que on entend souvent que l'internationalisation est une qualité de nos marchés, une qualité de nos institutions et une qualité de nos individus. C'est quelque chose qu'on voit apparaître aussi dans un rapport du ministère de la Fédération de Wallonie-Bruxelles en 2014 qui écrit « L'internationalisation est essentiellement un moyen d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche. L'ensemble de la communauté académique devrait donc en bénéficier. » L'internationalisation, c'est donc la question des mobilités qui revient extrêmement souvent. Mais si on détaille plus avant, on voit qu'on peut la penser à travers deux dimensions. Peut-être d'abord la composition internationale ou pas du marché académique, et de l'autre côté son pendant en quelque sorte, la mobilité des individus, avec des établissements d'enseignement supérieur qui ont des règles et des pratiques qui permettent plus ou moins d'accueillir des chercheurs étrangers, qui soutiennent plus ou moins nos mobilités sortantes. Et puis de l'autre côté, des individus qui ont des carrières, mais aussi des familles, des activités professionnelles, des comportements et des moments de mobilité dont on va le voir ne sont pas les mêmes en fonction des pays et des stratégies donc qui vont varier en fonction de leur espace de socialisation professionnelle, mais aussi en fonction de leur trajectoire individuelle propre et pas uniquement professionnelle ou académique. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est évidemment pas le fruit d'un travail que j'aurais mené toute seule, c'est le fruit donc d'une recherche collective, la recherche EUROAC sur la profession académique en Europe, qui cherchait donc à répondre ou à identifier les challenges de société auxquels les enseignants-chercheurs pouvaient être confrontés. Malheureusement, la Belgique n'y a pas participé, la France non plus. On sait bien que la question des ressources à injecter dans ces recherches est toujours une dimension sensible qui limite notre capacité à récolter des données. Mais je pense qu'en utilisant ces différents pays
12 au total, en intégrant 2 recherches qui y ont participé, on peut avoir une idée de certaines tendances comme de certaines tensions qui s'esquissent dans notre métier. Donc dès le début de la recherche, on identifie comme thématique centrale cette question de l'internationalisation, à la fois comme contrainte, mais aussi comme ressource pour les individus et les institutions. Et puis on se demande comment ça s'articule avec la transformation des carrières académiques, parce que c'est aussi quelque chose, on va le voir, qui est extrêmement important aujourd'hui. Rapidement, les méthodes, pour ceux que ça intéresse, on est passé par des questionnaires. On a d'abord fait des entretiens, ensuite une enquête par questionnaire, puis des entretiens avec des échantillonnages qu'on a essayé de faire correspondre à la diversité des profils disciplinaires, de statuts et de types d'établissements. On s'est intéressé surtout aux académies qui travaillaient à plus de 50%. C'était un choix pour essayer d'avoir une forme d'homogénéité, en sachant qu'en fonction des pays, des institutions et des disciplines, les statuts professionnels ne sont pas les mêmes, que les conditions de travail varient énormément. Et donc, pour essayer de comparer, on a construit 2 catégories très larges. D'un côté, des juniors qui sont plutôt encore sur des contrats précaires, et de l'autre côté, des seniors qui, eux, ont acquis ce dont on a souligné ce matin que c'était un peu le Graal de l'académique, le fameux CDI. Donc on va comparer ces différents types de statuts avec aussi l'internationalisation de ce qu'on appelle des universités, établissements d'enseignement de recherche, versus d'autres types d'établissements plus orientés enseignement, comme les hautes écoles spécialisées, sans pour autant les réduire à des collèges d'enseignement, parce qu'on sait bien que nos collègues y font souvent tout autant de recherche que dans nos universités. Donc on va comparer pour se demander, a-t-on aujourd'hui un marché académique commun en Europe? On nous parle beaucoup de circulation, mais finalement, est-ce que dans nos différents espaces nationaux, on est internationalisé? On va essayer d'interroger les contextes nationaux qui favorisent ou qui, au contraire, vont inhiber l'internationalisation des marchés académiques et les territoires de cette internationalisation. On va essayer de caractériser socialement les académiques paripathétiques. Alors paripathétique, c'est un terme qui a été utilisé par Welch pour signaler que finalement, comme les paripatéticiennes sont qualifiées du métier le plus ancien du monde, la dimension de mobilité est aussi celle qui fonde au départ les universités. Donc à la fin du XIIe, début du XIIIe, quand les premières universités émergent, leur première caractéristique, c'est de circuler. Donc elles sont internationales à la fois par la composition de leur corps étudiants et enseignants et par le fait qu'elles se déplacent, mais que très rapidement les gouvernants des différents territoires vont chercher à les localiser dans les lieux pour essayer de les contrôler et de s'en servir au profit de leurs administrations. Et c'est bien de là que vient la tension entre la liberté académique initiale, son ouverture sur le monde et l'injonction des gouvernants à leur faire ce qui leur semble utile dans des contextes locaux particuliers. On va donc chercher à identifier les différentes formes de l'internationalisation. On nous parle beaucoup mobilité, mais quid des activités? Et puis est-ce que ça change quelque chose d'être mobile en termes de ce qu'on fait dans la profession? Et puis questionner les effets de l'internationalisation des trajectoires sur les carrières, à la fois en termes de structure d'emploi et avec de très grosses guillemets de productivité. Donc voilà le plan que je vous propose de suivre, en essayant d'être synthétique sur chaque point. A-t-on un marché commun de l'emploi académique? Qui sont les mobiles? Quelle internationalisation des activités? Et comment passe-t-on de l'internationalisation des carrières à celle de l'activité professionnelle? Une lente marche vers un marché commun de l'emploi académique. Je reprends ici une partie du titre d'un ouvrage de Christine Musselin. Quand on regarde un peu au niveau des statistiques, on s'aperçoit que en moyenne, 16% des enseignants-chercheurs sont nés dans un pays différent de celui où ils sont employés au moment de l'enquête, et parallèlement 18% des juniors. Ça, c'est si on est sur les universités. Si on regarde un peu ce qu'il y a derrière, on s'aperçoit que ces mobilités, elles caractérisent surtout les premières étapes de la carrière. On est mobile pour la thèse, on est mobile pour les études, on est mobile pour le post-doc, mais finalement, on est beaucoup plus rarement mobile ensuite, en termes en tout cas de mobilité longue s'inscrivant dans des recrutements de durée. Donc on est davantage en termes de mobilité sur un marché de la formation que sur un marché de l'emploi. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les académiques vont viser des carrières dans leur pays d'origine
et utiliser la mobilité comme un plus pour se différencier, pour enrichir leur dossier, pour proposer une valeur ajoutée aux institutions dans lesquelles ils cherchent à se faire recruter. Donc c'est ce qu'on voit ici, par exemple, dans le discours d'un manager d'une université finlandaise. Les chercheurs au niveau postdoctoral doivent être encouragés à travailler à l'extérieur pendant un moment, après avoir fini leur thèse. L'université n'est pas responsable de ces docteurs. Alors ça, c'est quelque chose qui est évidemment très discutable, hein. On l'a esquissé ce matin. Donc ces jeunes docteurs devraient aller se qualifier à l'étranger, et puis, s'ils ont du succès, il est possible qu'au final, ils réussissent à obtenir un poste dans leur université d'origine ou dans une autre institution de leur pays. Donc ça, on voit bien que c'est un discours qui est en train de devenir un discours dominant chez les managers des universités et qui, évidemment, rentre complètement en tension avec nos pratiques et nos envies en tant qu'enseignants-chercheurs, parce que quand on a formé des individus, d'abord, on n'a pas envie de les voir nécessairement sortir du monde professionnel auquel on est attaché, et puis ensuite, ils développent des compétences qui sont souvent complémentaires aux nôtres, avec lesquelles on a envie de continuer à travailler. Donc, ça génère un certain nombre de problèmes. On retrouve finalement cette idée des circulations utiles pour trouver un poste dans son pays d'origine chez les enseignants-chercheurs aussi. C'est ce qu'on voit à travers cet extrait d'entretien avec un senior suisse. J'ai fait mon diplôme et ma thèse dans cette institution. Ensuite, je suis partie aux États-Unis faire un postdoc. Après 2 années aux États-Unis, je suis revenue. J'ai préparé mon habilitation dans cette institution avant de partir dans un autre pays européen. Et puis, devenir full professeur, donc professeur ordinaire. Et puis finalement, 4 ans plus tard, une fois que j'étais au sommet de la hiérarchie, en quelque sorte, mon institution m'a rappelé en me demandant de rentrer pour occuper ce poste du plus haut niveau. Donc on voit bien comment finalement les stratégies individuelles peuvent répondre dans certains cas aux injonctions des managers de l'université. Maintenant, si on regarde un petit peu plus dans le détail ce qui se cache pour ces différents pays, on voit qu'on a des situations extrêmement contrastées d'un pays à l'autre. Alors là, la Suisse se distingue très clairement, et ça explique peut-être ce grand succès de l'internationalisation de l'EPFL aussi. C'est clairement pas la seule institution internationalisée en Suisse, c'est une caractéristique du marché, avec 50% des seniors comme des juniors qui viennent de l'étranger, donc qui sont nés à l'étranger. On voit que c'est important aussi, notamment en Autriche et en Irlande, dans une moindre mesure en Norvège et au Royaume-Uni, et puis qu'on a certains pays où ça concerne vraiment une proportion extrêmement réduite d'enseignants-chercheurs, et notamment la Pologne, l'Allemagne, la Finlande, l'Italie ou le Portugal. Donc ces petits marchés, les marchés les plus internationalisés, si on regarde derrière les caractéristiques des pays, on s'aperçoit aussi que ce sont les pays les plus petits, et que donc on a, exception faite de la Finlande, un lien entre taille du pays, taille de l'espace universitaire et puis nécessité de sortir pour se qualifier avant de revenir. L'exception finlandaise, elle est intéressante parce qu'elle est liée au fonctionnement du marché de recrutement et ça nous dit quelque chose aussi de la façon dont on fonctionne dans les recrutements. C'est un junior finlandais qui nous dit ici « Les gens restent davantage en Finlande après leur thèse ». Parce qu'ils ont remarqué que le fait de sortir pour aller se qualifier ailleurs, ce n'était pas nécessairement un outil qui leur permettait de progresser dans la carrière académique. Parce que finalement, ce qui leur permet de progresser, c'est de garder leur contact actif en Finlande et d'être prêts à postuler sur les postes quand ils deviennent disponibles. Donc c'est quelque chose que cherche à transformer par une politique active d'internationalisation le ministère de l'Éducation. À travers la transformation des politiques migratoires, le cadre a été changé pour faciliter la venue de chercheurs et d'enseignants-chercheurs étrangers, et puis en injectant du financement, 30 millions d'euros sur une période de 5 ans, pour financer la mobilité internationale des chercheurs finlandais. On voit que ça a un effet. Dans les statistiques, on a des juniors qui sont 2 fois plus internationalisés que les seniors. Donc on voit aussi le glissement entre les générations et finalement les transformations des injonctions auxquelles on est confronté pour entrer dans la carrière académique. Si on s'intéresse maintenant au territoire de mobilité, et ça me semble particulièrement intéressant parce qu'on imagine toujours les grandes mobilités et les sauts lointains, eh bien, on s'aperçoit à l'inverse que ces territoires de mobilité sont surtout régionaux, qu'on a des circulations finalement dans des bassins de régions relativement proches et qu'on a donc une géographie de la mobilité académique qui est surtout une mobilité de voisinage.
En Irlande, en gros, 30% des académiques, des universités ont eu leur thèse au Royaume-Uni, c'est la principale circulation. En Autriche, c'est l'Allemagne. Au Portugal, c'est l'Espagne. Et on a donc des marchés régionaux qui se présentent comme des bassins de recrutement, mais aussi comme des bassins de certification des académiques nationaux. Par exemple, faire sa thèse à l'étranger pour pouvoir revenir ensuite, parce qu'on a intégré très tôt cette nécessité d'être mobile et que c'est parfois plus facile de sortir pour la thèse que de sortir ensuite, notamment quand on pense aux cycles familiaux, aux cycles biologiques et à la difficulté à concilier le fait d'avoir une vie à côté et d'avoir une vie académique. Ceci dit, on distingue aussi que les deuxièmes lieux de mobilité importants, ce sont les pays anglo-saxons, donc États-Unis et Royaume-Uni, en tant que lieu d'obtention du doctorat. Et ça nous signale autre chose, c'est que les institutions vont avoir tendance à valoriser davantage, et ça on a pu le mesurer dans le cas suisse, des circulations sortantes vers les États-Unis pour ensuite recruter. Faire la mobilité dans certains pays et dans certaines institutions offre une valeur ajoutée en termes de capacité à se faire recruter plus importante dans un certain nombre de contextes. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement, cette circulation des cerveaux, c'est plutôt une mobilité de formation qu'une mobilité de l'emploi. Donc on a distingué donc, ces différentes étapes possibles de la mobilité. On voit que c'est surtout important pendant les études pour la thèse, pour la pré-thèse. Et puis on voit aussi qu'il y a des caractéristiques de mobilité, de temporalité des mobilités qui varient en fonction des pays et de leur organisation propre, à la fois du marché académique et des études. On a donc des internationalisations qui sont différenciées selon les pays, avec des pays où on circule plutôt à l'intérieur, voire pas. Croatie, Finlande, Allemagne, Italie, Pologne. En tout cas, c'était le cas jusqu'au début des années 2000. C'est probablement en train de changer. On a des marchés magnétiques qui vont attirer beaucoup ou qui vont envoyer beaucoup leurs étudiants à l'étranger, notamment pour la thèse, c'est le cas de l'Irlande et de la Suisse. On a des pays qui se révèlent plus attractifs pour les juniors qu'ils ne l'ont été pour les seniors. Aujourd'hui, la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, et le Portugal et le Royaume-Uni attirent davantage que c'était le cas pour les générations précédentes. Et puis on a des pays qui, pour l'instant, s'avèrent plus attractifs pour les seniors, Autriche et Irlande. Donc ça nous dit aussi que les interdépendances entre les marchés nationaux, elles évoluent sans doute en fonction des politiques mises en œuvre. On sait par exemple qu'en Allemagne, avec la création des Junior Professoren, on a créé un appel d'air en offrant à de jeunes académiques la possibilité d'avoir une liberté dans la réalisation de leurs recherches, une équipe, des ressources, sans être dépendant d'un professeur, alors que la structure académique les contraignait jusque-là à une forme de dépendance. Donc il y a un effet direct des incitations dans des sens assez variables en fonction des pays. Si on intègre maintenant la question des établissements et des disciplines, de façon classique, les universités sont plus internationalisées en termes de circulation de leurs enseignants-chercheurs que les établissements moins orientés recherche, parce que souvent les missions impliquent davantage d'avoir des gens attentifs et connaisseurs du tissu, y compris économique, local. On voit aussi que le panorama disciplinaire est nuancé. On nous a souvent dit les postdocs, c'est d'abord venu par les sciences dures, donc c'est là qu'on retrouve le plus de mobilité. On voit que c'est plus ou moins vrai en fonction des pays. En sciences sociales, le marché est plus internationalisé en Autriche et au Portugal. En sciences de la vie et en médecine, c'est le cas en Irlande. En physique et en ingénierie, c'est le cas au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse et en Allemagne. Donc là encore, une diversité des contextes nationaux. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ceci ? D'abord que l'européanisation du marché est lente. Les marchés sont toujours très nationaux du point de vue du recrutement. Et l'internationalisation concerne d'abord les établissements de recherche. Et cette internationalisation variable des marchés nationaux, elle se décline dans les disciplines, dans les temporalités des mobilités, et puis elle dépend de la taille, de la langue, des régions de circulation. Et donc, on voit se construire des espaces de certification académique. Finalement, on va aller chercher le Stempel, le tampon dans une ville qui peut être distante de 50 km, mais de l'autre côté de la frontière, pour montrer que oui, on a été mobile, que oui, on est reconnu ailleurs que dans notre université d'origine, mais souvent avec une envie, celle de revenir là d'où on vient. Ce qui me semble pouvoir être interrogé derrière, alors d'accord, on voit bien, on est très très loin d'un marché européen international. D'ailleurs, ce n'est pas forcément souhaitable et je pense que
on est assez d'accord là-dessus. On peut quand même imaginer qu'il y ait des effets, notamment en termes d'européanisation des structures des carrières, avec d'autres problèmes sous-jacents. Si on regarde de façon un peu transversale, ce qui ressort à la fois des lois, mais aussi des entretiens qu'on a menés avec les académiques de ces différents pays, c'est d'abord une forme d'homogénéisation de ce qu'est la carrière académique, à travers partout une injonction à la réduction du temps dévolu au doctorat. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays. C'est l'idée qu'on ne fait plus une thèse en 10 ans ou en 12 ans. Il faut être de plus en plus rapide, 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum. Et puis que le doctorat devient la clé d'entrée dans la profession, ce qui n'était de loin pas le cas il y a 10 ou 15 ans dans tous les pays européens. Deuxième chose qu'on voit apparaître, c'est l'augmentation du nombre de docteurs et donc de la pression à l'entrée de la profession. Cette augmentation du nombre de doctorants formés, elle provient du fait qu'à côté des assistants classiques qu'on connaît depuis longtemps dans les universités, on a vu se développer au cours des 15 dernières années des financements pour des doctorants sur frontières qui vont participer de cette explosion du nombre de docteurs qui sert aussi derrière à hiérarchiser les pays en fonction de leur capacité à produire une proportion plus ou moins importante de docteurs dans leur population. Troisième dimension qui devient une dimension transversale, c'est l'injonction à la mobilité après la thèse. Le fait que les postdocs deviennent un prérequis. On a un certain nombre de pays. Moi, dans mon institution, un doctorant, une fois qu'il a fait ses 50 contrats, il est obligé de sortir au moins une année. Légalement, il n'a pas le droit d'enchaîner sur un autre contrat dans l'université. Il doit sortir avant de pouvoir revenir. Donc on voit se développer aussi des contraintes comme ça, juridiques, qui empêchent une forme de localisme ou de permanence dans l'institution. Et puis la quatrième dimension, qui me semble une dimension sensible, c'est celle du développement des postes en pré-titularisation conditionnelle, qu'on appelle aussi tenure track, que la conférence de M. Aebischer mettait en évidence comme un instrument important pour recruter des étrangers, mais qui pose aussi la question de la probabilité d'être recruté et de l'âge auquel on va être recruté. Ces postes ont l'avantage d'introduire davantage d'autonomie scientifique dans les contextes où l'organisation de la profession est une organisation plutôt en chair, avec un professeur ordinaire qui a sous sa coupole un certain nombre de positions qui vont être dépendantes de son travail. Le problème qu'on voit, c'est que à côté, alors on peut souhaiter ou non, en fonction de son contexte d'origine, le développement de ce type de statut qui peut être un progrès ou au contraire un recul dans la liberté octroyée. Quand en France on est recruté comme maître de conférence dans les 2 à 3 ans qui suivent l'obtention du doctorat, se dire qu'on va passer sur des postes en PTC où il faut 6 ans avant d'obtenir peut-être une titularisation alors qu'on était titularisé quasiment tout de suite, c'est clairement un recul en termes de liberté scientifique et de possibilité d'œuvrer dans la recherche. À côté de ça, c'est vrai que ça peut offrir de la liberté et de la souplesse aux institutions. Mais on voit que parallèlement, on a aussi une explosion du développement des contrats à durée déterminée, et notamment à travers le développement des postdocs, mais pas uniquement, qui introduisent aussi davantage de fragilité et de vulnérabilité dans les carrières individuelles. Donc ces transformations de l'organisation de la carrière, elles nous signalent aussi une volonté relativement partagée de passer d'un système d'organisation académique et un système de chaires hiérarchique à une organisation davantage horizontale en département, une organisation de la recherche plus transversale et qui va être influencée par la mobilité internationale. C'est ce que dit ce jeune académique allemand. Et là, on sent bien cette transformation profonde de l'organisation du système. Le fait d'avoir une opportunité précoce à travers des financements pour aller à l'étranger, c'est un élément important. Parce que vous n'avez plus besoin de faire l'esclave ou l'homme de main de votre professeur pendant que vous êtes en train d'écrire votre habilitation, qui est le passeport pour rentrer de plein pied dans la profession académique. Donc on retrouve ce même discours en Pologne. L'internationalisation de la carrière, ça a pour effet une nouvelle génération de seniors académiques qui sont plus orientés internationalement et moins féodaux. Maintenant, on peut se demander, c'est bien beau de promouvoir la mobilité, mais les mobiles, c'est qui ? Qu'est-ce qu'on peut adosser comme caractéristique au fait d'être mobile ?
Ce qu'on peut extrapoler des données, c'est une mobilité en augmentation. Les nouvelles générations ont tendance à être un peu plus internationalisées, et puis comme elles sont plus jeunes, elles ont davantage de marge d'internationalisation, donc globalement, ça augmente. Ce que je trouve intéressant encore ici, c'est qu'on nous dit souvent pour les femmes, c'est un problème. Quand on regarde les données, les femmes sont au moins aussi mobiles que les hommes, voire plus mobiles dans la moitié des pays. Maintenant, ce que je voudrais souligner, c'est que le coût adossé à cette mobilité n'est peut-être pas forcément le même, puisque quand on compare les caractéristiques des mobiles, quand on leur demande « mais vous êtes partis comment ? Seuls, en famille ?» Les hommes, la plupart du temps, partent en famille, les femmes partent seules. Donc là aussi, on a un coût adossé à la mobilité qui va être différent en fonction du genre. Et puis, cette mobilité, elle est influencée par l'origine sociale. La part des académiques mobiles, elle est plus importante parmi ceux qui sont originaires de familles de parents diplômés. Donc là encore, avoir une famille qui peut dire, bon, si pendant un certain nombre d'années, tes ressources varient, que tu as des petites périodes de chômage, on peut aider, ou ne pas bénéficier derrière de ce type de ressources, ça peut être important dans la capacité à se maintenir dans la carrière ou pas. Si on regarde de façon un petit peu plus précise la part d'académiques mobiles en fonction du genre, on voit encore des variations importantes. Et surtout que les femmes sont d'autant plus mobiles que les hommes, que la profession académique est fortement internationalisée au niveau national. On a donc un effet de contexte sur l'internationalisation des parcours féminins. Et tout se passe comme si le développement de l'internationalisation comme norme des carrières, ça facilitait donc cette internationalisation des parcours féminins, au point que les femmes sont donc dans plus de la moitié des pays plus mobiles que les hommes. On peut aussi faire l'hypothèse que pour une certaine proportion de femmes, cette mobilité va être l'occasion de percer le plafond de verre qui les empêche d'accéder à la carrière académique dans leur pays, notamment quand elles évoluent dans des pays où le contrat de genre fait la part belle aux hommes. Donc là, ce qu'on voit aussi, c'est que l'effet de l'origine sociale, il peut être variable en fonction des pays. D'un côté, on peut se dire effectivement les ressources de la famille vont soutenir dans certains contextes la mobilité. Dans d'autres cas, la mobilité est un instrument de construction d'un capital social qui va permettre de contrebalancer une absence de capital social hérité. Donc c'est aussi quelque chose qui peut jouer de façon plus nuancée. Est-ce que la mobilité est un accélérateur de carrière? Est-ce qu'on est recruté plus vite quand on est mobile? Pas forcément, ça dépend des pays. Ça facilite le recrutement en Suisse, en Irlande et en Allemagne, mais ça a plutôt tendance à allonger le temps de précarité en Autriche, en Pologne, aux Pays-Bas, en Italie et au Royaume-Uni. Donc là encore, investir sur la mobilité, c'est plus ou moins, ça a des effets variables en fonction des pays. Autre problème, la mobilité comme incertitude, ce que ça fait aux individus dans leur vécu. On est tous allés à l'étranger. Le problème, c'est que personne ne nous attendait quand on est revenu. Les seniors sont sous pression, ils ne veulent pas de compétition de la part des niveaux inférieurs. C'est aussi ce glissement de la chair au département qui génère ça. Et puis encore un junior polonais qui disait « c'était une recherche effectivement super intéressante qui m'a apporté beaucoup, mais malheureusement, il semble que ça n'ait pas d'importance pour le développement de ma carrière formelle ». Cette mobilité, c'est aussi une épée de Damoclès un peu suspendue au-dessus de nos têtes, être séparé de sa famille, être séparé de ses réseaux sociaux et se demander si tout ça en vaut bien la peine. Donc cette internationalisation des carrières, si je résume, c'est le fait d'une minorité d'académiques. Elle augmente un peu entre les générations. Les mobiles sont des femmes et des hommes, de pairs diplômés du supérieur, mais cette mobilité génère aussi est aussi un facteur d'incertitude et de tension du fait de cette extraordinaire imbrication sociale des marchés du travail universitaire, notamment le fait que l'entretien des réseaux locaux entre en tension avec le développement d'une dimension internationale comme qualité du dossier académique. Ça peut être aussi un frein. Certaines institutions peuvent aussi se dire mais quelqu'un qui a été mobile comme ça, quel service il va me rendre, moi, concrètement? J'ai besoin de quelqu'un qui soit présent pour les étudiants, pas qui a envie de se promener. Donc cette personne, je ne la recrute pas parce que son dossier ne correspond pas à mes attentes. Donc ça peut être aussi tout à fait quelque chose de pénalisant. Si on regarde plus largement l'effet de l'internationalisation des activités académiques.
on voit qu'il y a un certain nombre de tendances conjointes qui sont beaucoup plus importantes en termes de proportion d'individus touchés quand on interroge les pratiques plutôt que la mobilité. Collaboration internationale de recherche, pratique la plus courante, de 50 à 90% des académiques en fonction des pays. Une majorité de publications en langue étrangère dans les pays non anglophones. Publiées à l'étranger, qui remportent aussi des suffrages relativement importants, mais avec des différences nationales fortes. Ça concerne évidemment que 28% des publications au Royaume-Uni et presque 70% en Suisse, là où on voit aussi l'effet de la géographie des maisons d'édition, tout simplement. Co-publié à l'international avec des variations du simple au double. Là encore, on voit que les anglophones sont ceux qui co-publient le moins. Et puis, financement international des recherches. En moyenne, 1/6 des financements, mais 1/3 au Portugal, caractérisé par des universités plutôt de financement privé. Donc là aussi, la question de l'équilibre entre les différentes sources de financement. Enseigner à l'étranger, qui est une pratique relativement fréquente, et ça doit être lié au développement des professeurs en résidence un petit peu partout. Et puis enseigner dans une langue étrangère, qui est beaucoup plus fréquent qu'enseigner à l'étranger, et qui est variable très fortement selon les pays. 5% des collègues du Royaume-Uni enseignent dans une langue autre que l'anglais, 72% des Norvégiens enseignent dans une langue autre que la leur. Donc l'internationalisation des carrières et des activités, une caractéristique des petits pays. L'internationalisation des activités dans certains pays, on peut l'apercevoir comme une conséquence de l'anglais comme lingua franca, de la géographie des maisons d'édition, et puis de formes de résistance-adaptation de petits marchés, mais aussi peut-être de l'internationalisation des carrières, et ce sera mon dernier point. Est-ce que le fait d'être mobile a un effet sur les pratiques? Donc là, j'utilise plus les variables pays, on a agrégé les répondants de l'ensemble des pays pour essayer de voir cette mobilité, qu'est-ce qu'elle fait aux individus? Est-ce que l'internationalisation influence les pratiques professionnelles, indépendamment des pays d'exercice de l'activité? Alors, il n'y a pas vraiment de surprise dans les résultats. On s'aperçoit que l'activité sur laquelle mobile et non mobile se différencient le plus, c'est la collaboration internationale de recherche. 64% des non mobiles et 86% des migrants et 80% des mobiles participent à ce type d'activité. On trouve ensuite la co-signature d'articles et l'obtention de financements internationaux. Ça nous dit simplement que quand on est mobile, on a un capital social qui se construit et qu'ensuite on peut activer ce capital social dans nos pratiques. Ça ne dit absolument rien, évidemment, de la qualité de ce que font les individus. Enseigner à l'étranger, c'est pareil, c'est plus fréquent chez les mobiles que chez les non-mobiles, enfin ceux qui ont été mobiles dans leur carrière ou pas. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est que la mobilité internationale pendant la carrière, elle augmente la probabilité d'être mobile dans ses pratiques de recherche et d'enseignement et intégré dans des réseaux de recherche internationaux, c'est bien la moindre des choses. En revanche, ça a peu ou pas d'incidence sur l'internationalisation des activités qui ne nécessitent pas de mobilité. Donc enseigner en langue étrangère dans son institution, publier en langue étrangère et chez des éditeurs étrangers. Donc ce qu'on voit ici, c'est une diffusion de l'internationalisation des activités qui est bien plus importante que l'internationalisation des trajectoires de carrière ou des marchés. Avec toujours cette question derrière à laquelle on nous demande de répondre, mais finalement, est-ce qu'il y a un lien entre l'internationalisation de la carrière et la performance en termes de productivité scientifique? Alors là, on a utilisé le cas suisse. On montre que sur ce cas suisse, toute chose égale par ailleurs, être mobile accroît un peu la productivité scientifique, mais qu'évidemment, on peut aussi faire l'hypothèse que derrière, c'est le capital social, les effets d'opportunité et absolument pas la valeur de la recherche. On est très clair là-dessus, qui est en jeu. Mais du coup, pour les institutions, forcément, il y a un intérêt quand on veut apparaître dans les rankings à aller chercher des individus qui ont été mobiles parce que leurs opportunités sont visiblement plus importantes. Et si on met tout ça en perspective, on peut se dire qu'on a un effet Matthieu de la mobilité. Vous connaissez l'évangile selon saint Matthieu, à celui qui a tout, il sera tout donné, à celui qui a rien, on prendra le peu qu'il reste. Finalement, chez les académiques, on peut se dire c'est un peu pareil. La mobilité, elle est plus fréquente chez les académiques issus des familles les plus éduquées. Ça va accroître l'internationalisation de certaines activités qui vont augmenter partout et dans toutes les disciplines, si on en croit les résultats d'autres collègues, la productivité des scientifiques. Alors pour conclure, est-ce qu'on peut parler de l'internationalisation comme d'une économie de la qualité?
On voit que l'européanisation, enfin, l'internationalisation conduit à une européanisation qui s'esquisse de la structure des carrières davantage que des marchés académiques. Donc on a finalement un double marché, avec d'un côté une harmonisation du seuil minimum de qualité, en quelque sorte à l'entrée de la profession, le développement de ces postes en tenure track qui valorisent la précocité et l'indépendance, qui n'a pas toujours été le cas, et puis en même temps, on a aussi un maintien des anciennes structures de carrière. Donc on se retrouve dans une situation où en face de nous, on a une diversification des sentiers qui augmente encore l'incertitude à laquelle sont confrontés les individus, avec des recrutements qui mettent en tension, d'un côté, l'importance de la mobilité et des pratiques internationales dans la construction des réputations scientifiques, et de l'autre, l'inscription relationnelle du jugement scientifique lors des recrutements. Comment peut-on intégrer les effets de l'internationalisation dans l'organisation ? Je pense que c'est une des questions auxquelles on va être de plus en plus conduit à essayer de répondre ces prochaines années. Ça va supposer de penser la structure des carrières et d'organiser l'entre-deux. Qu'est-ce qu'on fait des individus qui sont pris entre les deux systèmes et qui se retrouvent un petit peu en suspension entre ces deux modèles? Ça va impliquer de questionner les modes de recrutement. Pour éviter l'effet Mathieu, est-ce qu'on ne pourrait pas développer des procédures qui soient aveugles aux institutions dont on vient pour neutraliser l'effet réputationnel qui ne dit rien de la qualité des recherches et des pratiques d'enseignement des individus? Aveugle aussi aux pays de mobilité. Ce n'est pas parce qu'on est allé aux États-Unis ou en Angleterre et dans les grandes universités qu'on est forcément meilleur chercheur et meilleur enseignant qu'en ayant circulé dans des universités plus petites et dans des pays moins prestigieux sur la carte académique. Ça veut dire aussi valoriser la pluralité des profils. Et puis j'ai bien aimé ce matin quand on nous disait qu'il faut penser la diversité entre les individus. C'est quelque chose qui est très touchy en fait. Chez nous, on nous interdit absolument, dans mon université d'affiliation en Suisse, de diversifier les cahiers des charges des individus. C'est quelque chose qui est complètement interdit pour l'instant. Donc c'est intéressant de voir que dans un certain nombre de contextes, on peut à l'inverse voir cette demande émaner des académiques. On peut aussi se dire qu'on pourrait penser en cycle et se dire qu'il y a des moments de la carrière où on a plus ou moins envie, où on a plus ou moins de temps, où on a plus ou moins d'énergie pour être un bon chercheur, un bon enseignant, pour être mobile ou pour au contraire s'ancrer davantage localement, mais que dans tous les cas, on ne peut pas en même temps faire de la recherche internationale, développer un enseignement gamifié et s'intéresser au service à la communauté locale. Ça me semble complètement irréaliste, en tout cas très difficile à faire en simultané. Peut-être que certains ou certaines surfemmes et surhommes y arrivent, mais très clairement, je ne pense pas que ce soit le cas de la majorité d'entre nous. Et donc, peut-être plus largement, ne pas surestimer l'importance des recrutements internationaux et des mobilités pour s'intéresser aux pratiques de recherche et d'enseignement innovants, comme l'a fait cette semaine de l'enseignement. Je vous remercie. Voilà, merci Gaëlle pour la présentation, un sujet qui est lié aussi à tout ce que nous avons entendu cette semaine en matière de modèle d'université, qui en même temps nous touche personnellement ou certains de nos collègues. Nous avons une petite dizaine de minutes pour des questions. Y a-t-il des questions ou des commentaires, bien sûr? Je ne sais pas s'il faut le micro. Voilà, merci de votre présentation, comme on dit toujours, extrêmement intéressante. Beaucoup de chiffres, parfois un peu trop rapidement présentés, mais bien. Donc un nouvel horizon s'ouvre à nous, de réflexion, un nouvel horizon de réflexion. Il y a deux aspects qui me semblaient, vous l'avez volontairement ignoré. Erasmus à 30 ans. Erasmus, on associe surtout ça à la mobilité des étudiants. Mais est-il possible d'avoir accès aux chiffres de mobilité des enseignants dans ce cadre Erasmus? Ça aurait été intéressant. C'est une autre source d'information, à mon avis, qu'on ne pouvait pas négliger. Mais non, l'accessibilité, c'est une autre chose. Et deuxième aspect, quand vous parlez d'internationalisation, faut-il ou pas, selon vous, envisager aussi toutes les internationalisations dans le cadre de coopération au développement? Vous l'avez évoqué, les pays qui sont plus prestigieux que d'autres. Si on va dans d'autres pays, c'est qu'on n'a rien de mieux à faire. On l'a entendu aussi.
Sur la première question, je retiens votre suggestion, je ne connais pas les données. J'irai voir. Parce que la plupart des données qu'on a concernent les étudiants. La Suisse participe à tous les programmes d'enseignement supérieur et de mobilité. Et c'est bien la difficulté quand les lois qui concernent les migrations sont touchées que de renégocier la participation au programme d'enseignement supérieur et de mobilité européen. Donc la Suisse est assez partie prenante en fait, de ces mobilités. On a même des étudiants Erasmus entre les cantons suisses, c'est vous dire. Moi j'ai des étudiants Erasmus à Lausanne qui viennent de Berne, c'est à 1h10 en train. Nous avons les Flamands. Hein. Après, sur la question de la mobilité vers des pays qui ont peut-être davantage besoin d'être intégrés dans les réseaux de circulation de la recherche, vous prenez une convaincue. Hein. Mes premiers terrains portaient notamment sur l'Indonésie. Je me souviens encore très très bien de mes collègues enseignants-chercheurs qui riaient en me disant « mais c'est bien de faire une thèse, tu prends des vacances, parce qu'avec ce genre de destination, quelle est la légitimité de ton travail ?» Donc ça va même au-delà de la question des circulations, c'est aussi sur quel terrain on peut légitimement travailler pour ensuite être recruté. On m'avait prévenu, si tu veux un job, c'est bien, fais ton terrain en Indonésie, mais fais-en un aux États-Unis aussi, parce que sinon, tu n'as aucune chance. Donc évidemment qu'il faut, autant que possible, à partir du moment d'autant plus où on est en CDI et où on a cette liberté, essayer de circuler suffisamment pour partager au sens large. Merci. Je pense que dans la question d'Erasmus, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est l'influence de la mobilité quand ils sont étudiants sur justement ces nouvelles trajectoires académiques en mobilité. Parce que les étudiants aujourd'hui vont peut-être vers d'autres destinations déjà dans leur parcours de base, qui a une influence effectivement sur l'endroit où ils vont faire leur doctorat, ou bien simplement sur la manière dont ils reviendront rapporter en se disant que ça ne vaut plus la peine d'aller peut-être à l'extérieur, parce qu'on peut trouver dans les partenariats internationaux qu'on va qualifier de virtuels, hein, je veux dire cette mobilité intellectuelle qui est nécessaire, etc. Donc la question, c'est la question aussi de la mobilité physique aujourd'hui. C'est une des questions qui est au centre. Alors, je me permets de faire le petit commentaire parce que vous avez abordé la question du pays en développement. Quand on dit l'européanisation, et ce que vous avez montré, c'est l'Europe de l'Ouest. Et ça, c'est quelque chose dans laquelle la Commission est très attentive et dans laquelle aujourd'hui on crée une Europe en fracture, effectivement, puisque la mobilité se fait dans le sens Est-Ouest, mais pas dans le sens Ouest-Est, avec fragilisation, etc. Donc il y a énormément de dynamiques qui sont de ce côté-là, et où on voit aujourd'hui que la mobilité qui se faisait traditionnellement vers les États-Unis se fait plus en intra-européen, et là, vous n'avez pas... Enfin, je veux dire, les données que vous avez, qui sont des données qui datent quand même de quelques années, ne mettent pas en évidence ce phénomène-là. Donc, je voulais dire, je pense que c'est important de pouvoir aussi, quand on parle d'Europe, de savoir de quoi on parle. Hein, et de la même manière, moi, je rentre d'Irlande, où le problème des universités irlandaises aujourd'hui est de renforcer leur collaboration avec le continent à cause du Brexit. Et donc, quand on voit que les formations des gens qui se font aujourd'hui en Angleterre, avec des gens qui vont en Angleterre pour l'excellence d'Oxford et de Cambridge, se posent autrement comme question dans la dynamique de recherche, dans la dynamique de partenariat, parce que l'Angleterre ne sera plus leur partenaire de la même manière qu'avant. Et je pense que ça, ce sont des données nouvelles, des données récentes, qui vont avoir une influence, évidemment, et qui peuvent vous permettre de rebondir pour faire d'autres analyses et d'autres projets de recherche. C'est ça qui est bien dans la recherche. Tout à fait. Alors, il y a une nouvelle recherche en cours sur ces questions, notamment de mobilité et de pratique, plus généralement, des enseignants-chercheurs qui est en train d'être mise en place maintenant, qui s'appelle APIX, donc qui va répondre à ça. Il y a une autre recherche qui est en train de se développer sur les effets du Brexit, sur la mobilité, des circulations, des étudiants, des chercheurs. Qu'est-ce que ça va faire? Comment on peut l'anticiper? Pour l'instant, je crois qu'on est tous un petit peu dans le brouillard vis-à-vis de ça. Mais ce que ça nous rappelle, peut-être ce que cela souligne, c'est à quel point les événements politiques, cette question des frontières et des appartenances, a toujours eu un effet très important, y compris sur les centres de gravité universitaires, qui évoluent dans le temps de façon considérable depuis le Moyen-Âge. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voit
Enfin voilà, je dirais c'est quelque chose de récurrent dans l'organisation des systèmes universitaires. Sur ces questions de fuite des cerveaux, de circulation complètement déséquilibrée, ça implique aussi de penser la façon dont fonctionnent plus largement les systèmes d'enseignement supérieur. Et ça, c'est peut-être un point qui éclaire le contexte suisse et sa capacité à profiter de former de cerveaux formés à l'étranger, qui n'a pas participé à former en recrutant massivement autant des doctorants que des chercheurs étrangers. C'est aussi la question de l'élitisme du système. Qui on forme ? La Suisse est un système extrêmement élitiste, 18% d'une classe d'âge à l'université, avec un système privé très attractif. Donc aller chercher à l'étranger, ça permet aussi de profiter des centres d'excellence extérieurs et du financement public injecté par d'autres États dans la formation des enseignants-chercheurs. Donc il y a un nombre de dynamiques à prendre en compte qui suppose de sortir en fait, d'une recherche comparative un peu large pour aller voir concrètement quelles sont les dynamiques, les jeux institutionnels et les régulations nationales. On ne peut pas s'attendre d'un système qui a une instance nationale comme en France qui va filtrer les dossiers de docteurs pour ensuite les autoriser à candidater, qu'elles s'internationalisent sur des postes de fonctionnaires de la même façon qu'en Suisse sur des postes à contrat à durée déterminée notamment. Donc c'est là aussi qu'on voit se développer ces postes en tenure track dans les grandes institutions françaises, dans les grandes écoles, qui vont permettre de répondre à cette injonction de je participe au marché international en allant recruter à l'étranger, mais du coup je transforme l'organisation de la carrière académique. Ces interdépendances sont hyper compliquées. J'ai absolument pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Je me disais juste en posant certaines questions, peut-être je vais vous donner envie de regarder un peu avec d'autres lunettes ce qui se passe autour de vous. C'était modestement ma tentative de contribution. Autre question, réaction ? Merci beaucoup pour cet exposé qui questionne, qui donne plein d'informations sur un peu nos parcours. Il me semble que dans beaucoup d'institutions, et vous le montrez bien, et en particulier dans la nôtre, cette nécessité de mobilité, d'aller un peu en international est devenue une évidence. C'est une évidence, mais d'autre part, je pense qu'on ne lui donne pas nécessairement assez de sens. Et alors, je le vois parce que bon, on n'imagine pas bien recruter un académique qui n'aurait pas fait un postdoc à l'étranger, ça c'est clair. Est-ce qu'on peut recruter un informaticien qui n'est pas passé chez Google, hein, on se demande parfois, mais c'est beaucoup plus large que ça. Je vois aussi dans ma faculté, sciences appliquées, qu'on a à un moment donné basculé à peu près la moitié de nos masters en full English. Et je pense que ce basculement tient un peu de la même dynamique d'un mythe de l'internationalisation, d'un mythe de si demain nos masters sont en full English, automatiquement les étudiants du monde entier vont venir à Liège dans nos masters qui sont quand même extraordinaires. Et donc voilà, je pense que pourquoi le faire? Qu'est-ce que ça nous apporte? Il me semble qu'il serait intéressant d'arriver à montrer dans quelle mesure ça nourrit notre enseignement. Sur notre recherche, je pense que c'est un peu plus facile à mettre en évidence parce qu'on se retrouve dans des réseaux de recherche internationaux et que ça, moi je suis persuadé que c'est vraiment une valeur ajoutée dans l'ouverture, dans la rencontre des collègues. Au niveau enseignement, c'est moins évident et probablement que ça a un effet. Je suis persuadé que ça en a aussi un sur la troisième ou quatrième dimension de nos métiers, qu'on appelle parfois citoyenneté, parfois administration, mais qui me semble être, que je pourrais peut-être appeler politique. Quel choix politique faisons-nous dans la construction de nos institutions, de nos parcours, etc. Et donc, est-ce que ça joue un rôle réellement? Est-ce que ça joue autant de rôle que ça le pourrait? Et je pense qu'on ne le dit pas assez et que comme on n'y donne pas de sens, on ne va pas assez loin là-dedans. Et à la limite, est-ce qu'il faut aller si loin? Donc est-ce que je ne serais pas aussi secoué, est-ce que je n'évoluerais pas autant si simplement je devais donner un cours en philo-lettres, par exemple? C'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce que les logiques
d'enseignement en anglais et de tentatives d'internationalisation du corps étudiant, elle varie fortement en fonction des masters et en fonction des universités. On peut penser d'un côté qu'un certain nombre d'institutions y voient une manne financière. On fait venir des étrangers parce qu'on peut leur faire payer plus cher et que ça nous permet d'avoir donc une ressource économique à disposition plus importante qu'en inscrivant uniquement des étudiants locaux. On peut penser à ce que ça apporte aux étudiants d'être confrontés à une diversité culturelle peut-être plus importante dans le cadre des enseignements, mais on pourrait tout aussi bien imaginer que des cours ouverts à un public plus large en termes d'âge aussi. Dans certains contextes, on a des étudiants qui ont entre 18 et 25 ans et très rarement des adultes qui suivent les cours. Peut-être cette multiplicité d'âge dans le public nous permet d'avoir une même richesse que celle d'un public plus international, ou peut-être une richesse différente, mais une richesse quand même. Donc, ça dépend de l'usage qu'on en fait et ça dépend de ce que ça signifie d'internationaliser son public. Est-ce que c'est simplement avoir des grands auditoires avec des étudiants assis côte à côte qui ne se parlent pas forcément parce qu'ils ne partagent pas la même langue quotidienne ou est-ce que c'est créer une communauté d'apprentissage, de pratique, de partage, de co-enseignement? Je crois que chacun est libre d'inventer dans la mesure où il a ce public le modèle qui lui convient. Oui, mais si on embrasse le modèle des universités internationales, il faut faire les masters en anglais. Donc il faut un modèle de référence. Non, enfin. Je sais pas, j'ai l'impression que les réponses sont très variables en fonction des disciplines. Et que dans certaines disciplines, il y a une communauté intellectuelle et des circulations très fortes au sein de la même langue qui n'impliquent pas d'aller enseigner en anglais. Puis on pourrait se dire, on peut tout à fait se focaliser sur un bassin estudiantin qui permette l'enseignement bilingue, mais qui ne soit pas nécessairement l'anglais non plus. Et enfin, pondérer. Ah oui. Je voulais peut-être, vous en avez peut-être parlé, je m'en excuse si je dis une bêtise, mais on parle des langues, mais est-ce qu'on intègre les nouvelles technologies? Parce que moi, je vois arriver à grands pas les oreillettes Google ou autres dispositifs de traduction simultanée de langue. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va justement ouvrir le champ à tout enseignement dans sa propre langue et à un échange beaucoup plus poussé qu'il n'est maintenant, de revendiquer simplement l'unicité autour de l'anglais. Demain, on pourra entendre, écouter, traduire simultanément un chinois qui est devant nous. C'est quelque chose qui est à portée de main maintenant. Et je suppose que ça va avoir un impact énorme sur nos enseignements aussi, quand on pourra utiliser ces outils-là. Je ne pense pas être très compétente pour répondre en fait sur cette question, mais il me semble qu'en termes de temporalité, on n'est pas encore très certain de quelle génération ça va toucher. Est-ce que ça va être la génération alpha et pour l'instant, clairement, on n'y est pas. Il me semble que les traductions sont encore très approximatives, en tout cas celles qui sont accessibles au grand public. Et ici, on réfléchit pour le futur, comment profiler notre université dans 20 ans, dans 15 ans, 20 ans. Il faut quand même qu'on se prépare à certains événements qui vont venir nous bouleverser. Probablement, je dirais que... Pas de réponse peut-être maintenant. Non, je suis plus focalisée sur comment répondre aux besoins en transformation des étudiants que j'ai en face de moi aujourd'hui qu'à décider. Enfin, voilà, je ne dirige pas d'institution, je n'ai pas ni l'envie ni la prétention de faire ce genre de travail, donc je laisse ce soin à nos gouvernants. Bon, c'est plus un petit témoignage qu'une question, mais puisqu'on parle d'internationalisation, moi je pense que ce que j'ai personnellement fait de mieux, mais je le dis par rapport à ce qui est arrivé ces dernières années, c'est d'internationaliser le cours grâce à Erasmus Mundus, qui n'est pas toujours bien perçu, mais c'est une mobilité
un parcours entre différentes universités qui vise aussi à une certaine excellence. Je veux dire, c'est pas une formation pour des pays du Sud, comme on peut parfois peut-être le percevoir. C'est vraiment une mobilité qui se veut importante au niveau de la qualité de ce qu'on va suivre dans chaque université. Ça a transformé ma vie, ça a transformé ma recherche, ça a transformé mes relations à l'ensemble de l'Europe. Donc c'est peut-être cette mobilité étudiante vers les classes a vraiment été une expérience formidable. Et surtout parce que les étudiants se parlent, parce que vous avez dit, bon, avoir une grande classe des étudiants qui ne se parlent pas. Non, ils viennent des 5 continents, ils se parlent, ils échangent, ils vivent à l'échelle du monde, et vous vous sentez... Vous observez ça et vous voyez une génération là, qui grandit et dont l'horizon est beaucoup plus large que celui que peut-être on avait jusqu'à présent. Alors bien sûr, ça implique le passage à l'anglais. En sciences et techniques, la discussion sur l'enseignement en anglais ne se pose plus tellement. C'est peut-être difficile. Par contre, je reconnais tout à fait ce que vous avez dit. J'entends tout à fait que dans les sciences humaines, peut-être en droit, on veut maintenir un enseignement différent à destination d'une région, puisqu'il y a un droit qui a du sens au niveau régional. Donc on ne peut pas du tout universaliser. Mais je veux juste dire que peut-être plus qu'une mobilité personnelle, cette mobilité à travers une classe d'étudiants qui viennent des 4 coins de la planète et qui resteront en contact toute leur vie à travers les réseaux sociaux, c'est une expérience formidable. Et qui rejaillit sur tout le reste, et notamment sur la recherche. Merci. Merci pour ce commentaire additionnel. Est-ce qu'il y a encore des avis, des questions? Sinon, nous clôturons notre semaine.